it together, pretty baby. Everything gonna be alright. I can't quit you, baby. Early one morning I was lying in my bed, the alarm went off. I just shook my head. I said, damn, I'm late again. I went downstairs and my wife came in. She said, you won't believe what them bastards just did. Took the whole thing down. I started shaking, I could hardly believe it when I heard a man on my TV say, somebody let the devil out. Somebody let the devil out. Somebody let the devil out. Gonna take a long shoe to get them right down to hell. I took my kids right out of their school. They were smoking the air, and the answer, it was true that the bad men died. I said, yeah, honey, they can't hurt you or me or your mama or your sister too. And Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du salon Esprit Meuble. Ce matin, sur le plateau d'Esprit Meuble TV, nous allons parler du magasin. Avec une bonne nouvelle, le magasin n'est pas mort. On va voir en quoi le magasin est aujourd'hui complémentaire de la e-boutique. Et pour parler de ça, nous avons avec nous Ludovic Gégère. Bonjour. Bonjour Ludovic, vous êtes directeur digital du groupe Coval Industries. Et à ma droite, nous avons Maxence Dissler. Bonjour. Vous êtes vous, créateur et directeur de la société Improvise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que fait cette société ? Alors, Improvise est spécialiste de tout ce qui est outils digitaux dans le point de vente, catalogue interactif connecté par exemple, ou tout ce qui est expérience digitale qui aide à la vente en point de vente. Voilà, une bonne nouvelle donc. Alors, cette semaine, justement, sur notre sujet, il y a Catherine Barba qui a sorti un ouvrage dont le titre va plaire à tout le monde puisque c'est « Le magasin n'est pas mort ». Donc il ne faut pas avoir peur d'Internet. Le magasin va continuer d'exister et on va voir comment et quelles sont toutes les transformations auxquelles on va pouvoir assister dans ce magasin. Alors, on va peut-être partir d'un point de départ assez simple qui est juste de redire aujourd'hui quelle est la différence entre le magasin en dur et la e-boutique. J'ajouterais tout simplement déjà au magasin qui n'est pas mort un chiffre très intéressant qui est que seulement 5% des transactions se font sur Internet. 95% des transactions continuent à se faire en magasin. Donc c'est plus que pas mort. La différence entre une e-boutique et un magasin, elle est clairement dans l'expérience, mais aussi sur le support. Internet, c'est un support virtuel. La e-boutique et le magasin, c'est clairement un support réel. Donc la différence, elle est là, réel, irréel. S'il peut ajouter quelque chose là-dessus, ça peut être très intéressant. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence tant sur le fond, mais plutôt sur la forme, puisque sur le fond, c'est du commerce. C'est du commerce, c'est simplement une autre façon de faire du commerce, la e-boutique, où on ne voit pas forcément les produits, on n'a pas forcément le conseil d'un vendeur, mais c'est pratique parce qu'on peut le faire de chez soi. Par contre, sur la forme, c'est effectivement totalement différent et c'est là où le magasin effectivement reste très fort. Et effectivement, quasiment 90% des transactions restent en magasin aujourd'hui. C'est qu'on a l'expérience, on a le plaisir d'aller se balader en magasin, de voir les produits, d'avoir du conseil. C'est plus facile quelque part et ça reste le mass média si on pouvait dire. Mais c'est 2 mondes qui ont l'un et l'autre des avantages, des inconvénients. Et le magasin aujourd'hui
retire aucun avantage de la e-boutique, et c'est de ça qu'on va parler. Alors, hier, justement, on a longuement décrypté une étude réalisée pour Sofaco par l'IPEA. Et de cette étude ressortait un chiffre intéressant. Aujourd'hui, 40% des Français sont prêts à acheter sur Internet sans avoir vu le meuble qu'ils achètent. Alors, c'est quand même des chiffres étonnants qui continuent d'augmenter. Dans cette perspective, on pense que le magasin va devoir s'adapter. Comment il va devoir s'adapter ? Alors c'est vrai que c'est très intéressant comme chiffre, mais j'ajouterais tout simplement que c'est sans le voir, mais c'est plutôt sans le toucher, sans le tester. Parce que clairement, sur Internet, si on n'a pas de nombreuses façons de présenter le produit, des photos, même des photos qualitatives avec différents points de vue, parfois des animations 360 du produit, voire même des vidéos du produit, de tester le produit, les ventes ne se font pas bien, voire pas du tout. Donc il y a toujours cette notion de voir. Il est essentiel de voir le produit, de presque sentir comment il est le produit pour pouvoir faire la vente sur Internet. Donc voilà, j'ajoutais ça qui me semble assez essentiel. Mais c'est vrai que ça reste quand même 60% des gens qui souhaitent quand même toucher et vivre l'expérience du meuble pour l'acheter. Alors, on observe quand même aujourd'hui un vrai décalage entre les habitudes de consommation des Français et les réponses peut-être que proposent les magasins. Pourquoi aujourd'hui il y a ce décalage entre les Français qui sont quand même très versés sur le digital, sur le web, et les magasins qui sont peut-être encore un peu en retrait? Ils ont un petit peu peur. J'ai envie de dire, c'est le consommateur qui donne un peu la marge du mouvement, notamment avec tout ce qui est périphérique, grand public, les smartphones, Internet, etc. C'est le consommateur qui, par ses envies, va faire émerger les expériences qui sont les expériences de demain, où on voit émerger de la vente sur mobile, de la vente sur tablette, de la vente Internet. Maintenant, en magasin, c'est pas la même histoire, puisqu'il y a des magasins, il faut mettre du matériel, c'est des équipements, c'est un tout petit peu plus lent. Mais néanmoins, ça reste extrêmement intéressant de voir comment on peut apporter en magasin de l'expérience digitale de la même manière que du coup le consommateur peut le vivre chez lui, dans son canapé, sur son bureau, dans son lit même parfois. Donc il y a effectivement énormément de choses à faire en magasin qui s'inspirent de ce que le consommateur fait chez lui. Alors aujourd'hui, le client, il se rend en magasin pourquoi ? C'est pour regarder, pour acheter, pour être rassuré? C'est quoi sa motivation? Les deux, les trois, regarder, acheter évidemment. Sur Internet, effectivement, c'est souvent parce que c'est pratique, parce qu'on n'a pas envie de bouger de chez soi. Mais quand on est en magasin, c'est aussi parce qu'on a envie de bouger de chez soi et de se balader. C'est du plaisir, c'est d'aller regarder des meubles avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis, souvent avec son épouse. Je suis bien placé pour en parler. Mon épouse adore faire les magasins de meubles. Moi aussi, j'aime bien ça. Et c'est vrai que c'est plus plaisant d'aller dans les magasins de meubles que d'aller sur un site internet de meubles. La vue au sens humain du terme et anatomique fait qu'on a une vision périphérique qui est beaucoup plus efficace dans un magasin que sur un site internet où il faut cliquer sur les pages pour voir, etc., voir les photos. Alors qu'en magasin, on peut tout de suite voir un champ à 360 degrés, 180 au minimum, énormément de choses. Enfin, c'est plaisant. Voilà, on peut se balader, passer des bons moments. Alors, il y a un autre chiffre qui est quand même qu'Internet aujourd'hui est très prescripteur en matière de meubles, puisque c'est la 3e source d'information des Français, après le catalogue et le magazine. Oui, d'ailleurs j'ajouterais justement, c'est une parfaite introduction, c'est que Internet, c'est surtout pour se renseigner, préparer ses achats. Énormément de gens préparent leurs achats sur Internet, c'est environ 65-70% des gens préparent leurs achats sur Internet. Ce qui permet finalement d'être plus efficace en magasin si on souhaite être efficace. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça amène sur un autre chiffre qui est là aussi révélateur, c'est que le taux de conversion en magasin, il est autour de 50%. Le taux de conversion sur Internet, en moyenne, il est de 1,5-2%. Donc clairement, on se balade, on voyage, on est très volatile sur Internet. En magasin, une fois qu'on y est allé, normalement, c'est qu'on a vraiment une intention d'achat. On est captif. On est captif, tout à fait. Et je vais même vous faire rêver, puisqu'on a un client qui n'est pas dans le domaine du meuble, mais dans le domaine du jouet. Donc sur des ventes sur écran, à partir d'un catalogue interactif, on est même à un taux de conversion de 92%. Pourquoi ? Parce qu'on a vu un produit qu'on a envie d'acheter, donc on l'a acheté sur l'écran, puis on va le payer à la caisse. Et là, le taux de conversion, il est de 92%.
Oui, c'est des taux, des chiffres qui sont effectivement impressionnants. Alors, on voit donc qu'il y a des nouveaux circuits qui se font entre le magasin, Internet qu'on va consommer sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chemins? Parce qu'il y a des mots qui émergent un peu, qu'on lit, qu'on entend. Cross-canal, omnicanal. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi ce cross-canal et cet omnicanal, Ludovic? Très clairement, comme il le disait tout à l'heure, on essaie de s'adapter au consommateur. Le consommateur, lui, il est très mobile, il a un smartphone, il a une tablette. Aujourd'hui, on vend plus de tablettes que d'ordinateurs, de laptops. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc finalement, on se rend compte que les gens consomment d'une certaine manière. Ils sont en magasin, ils ont leur smartphone dans la main, ils vont essayer de comparer les prix, de trouver des informations supplémentaires. Ils vont essayer surtout de trouver des commentaires d'autres consommateurs sur ces produits. Donc finalement, la nécessité, c'est de s'adapter à la façon de fonctionner ou le souhait que les consommateurs ont de consommer de cette manière-là. Et c'est ça, finalement, le multicanal, c'est plus en silo. C'est-à-dire qu'on utilise chaque canal pour communiquer ou pour vendre. Mais l'omnicanal, c'est d'avoir une transversalité entre ces canaux pour pouvoir suivre, finalement, en temps réel, le consommateur, pour pouvoir lui apporter une expérience personnalisée en temps réel. Ça veut dire qu'il faut créer un fil, une vraie fluidité qui part du consommateur et qui, où qu'il soit, quel que soit le support qu'il utilise, on est toujours avec lui. On l'accompagne toujours, on ne le perd pas. Voilà, c'est ça le but, c'est de le traquer, alors en respectant la vie privée des gens, bien évidemment, mais c'est de lui apporter... Oui, traquer, c'est un mot qui fait un peu peur. Ouais, Je sais bien qu'on dit tracking, mais... Oui, c'est vrai. C'est plutôt suivre ses actions pour qu'il retrouve sur un autre support là où il en était resté finalement. Il commence le matin sur son smartphone souvent, il continue la journée dans un bureau, donc sur un laptop ou sur un desktop, et puis il finit souvent en tablette chez lui, dans son lit souvent, pourquoi pas. Donc le but, c'est d'avoir une expérience qui est cohérente et surtout personnalisée du début jusqu'à la fin sur les multi-supports. Alors justement, il y a un exemple moi que j'ai trouvé assez fascinant qui rejoint ce que vous dites. Une marque qui s'appelle Tailor Corner, qui fait du costume sur mesure, alors qui se trouve à la Défense, au 4 temps, et où on peut scanner dans le magasin son tissu, ses boutons, la coupe de son costume, et on peut repartir chez soi. Le profil du costume qu'on veut acheter est enregistré, et donc on peut l'acheter une fois qu'on est chez soi, changer un détail, quelque chose, ou le payer dans le magasin. C'est assez incroyable. On peut imaginer qu'appliqué à l'univers du meuble, on fait ça avec un canapé, un fauteuil. Ah ben je scanne celui-là, mais je veux les pieds de celui-là et le tissu de celui-là. Enfin, les potentialités sont incroyables. Là, on est dans un exemple parfait d'omnicanal. C'est-à-dire qu'on a créé un profil en magasin, puis on rentre chez soi, on peut le personnaliser sur une tablette. Et au fur et à mesure, pourquoi pas l'acheter sur un ordinateur. Mais ça nous suit, c'est personnalisé et c'est surtout c'est fluide. C'est ce que recherche le consommateur clairement. Alors du coup, aujourd'hui, le consommateur, quand il va dans le magasin, ce qu'il veut, c'est une expérience. Il y a une attente forte de ce qu'on va trouver, en plus des objets. On veut une valeur ajoutée, en fait, dans le magasin. Alors on dit magasin, lieu d'expérience, hein, on parle de showrooming aussi. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'expérience? Alors, avant de répondre à la partie expérience, je voudrais juste un peu revenir sur le cross-canal. J'ai l'habitude, moi, de l'exprimer avec une métaphore très simple qui a été vécue à la FNAC, par exemple, il y a 2 ans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ça a été largement corrigé, mais qu'est-ce que le cross-canal? Avec vraiment des mots très simples. Souvent, et il y a une dizaine d'années, c'est comme ça que ça s'est passé, Internet est arrivé, chaque entreprise a créé son canal Internet comme une nouvelle entreprise. C'était souvent une entreprise qui avait son propre compte de résultats, sa propre gestion, même sa propre entité juridique, et c'était presque une entreprise, du coup concurrente mécaniquement des autres magasins. Le magasin A était concurrent du magasin B, tout comme ils étaient aussi concurrents d'Internet. Et donc, un de mes collaborateurs, qui avait envie d'acheter une imprimante, est allé sur le site internet fnac.com, a vu une imprimante à 129 €, mais souhaitait aller l'acheter en magasin, puisqu'il habite juste à côté d'une Fnac, et c'était l'occasion d'aller faire un tour en magasin pour voir les nouveautés ou que sais-je. Donc il arrive en magasin, puis il voit l'imprimante à 149 €. Étrange, il va voir un vendeur avec son smartphone et lui dit: regardez, j'ai vu cette imprimante là à 129 €, j'ai l'impression que c'est la même, pourquoi c'est pas le même prix? Et le vendeur dit: ah, mais c'est Fnac.com.
C'est pas nous. C'est pas la même entreprise. C'est pas nous, c'est un mot qui est fou, c'est pas nous. Le cross-canal, c'est aussi historiquement quelque chose qui fait que mécaniquement, Internet a souvent été vu, et pas forcément à tort, hein, parce qu'on fait aussi avec ses propres moyens, comme une autre entreprise. Et donc au final, le vendeur est allé voir mon collaborateur en disant écoutez, venez avec moi, on va aller dans un bureau et on va la commander, votre imprimante. Donc il est allé sur Internet à partir d'un de ses posts, sur le site fnac.com. Il a été chercher l'imprimante, l'a ajoutée au panier et a choisi retrait en magasin dans l'option fnac.com. Donc là, à partir du moment où il avait fait retrait en magasin, il est allé chercher l'imprimante en rayon et lui a donné. Donc le vendeur avait trouvé une parade au cross-canal, puisqu'il était lui-même sur le terrain immergé au comportement des consommateurs et a été déstocké un produit de son propre rayon en utilisant son concurrent Fnac.com, mais pour que ça retombe quand même dans sa poche. Le cross-canal, c'est ça, c'est le consommateur. Il vient de partout, il a été voir sur Internet, il arrive en magasin. J'ai historiquement des canaux qui sont séparés en silos, mais j'ai forcément sur le vendeur des gens qui ont besoin de vendre et qui ne veulent pas perdre des ventes. Donc le cross-canal, c'est aussi comment s'adapter à ces comportements-là. Pour maintenant revenir sur la question de l'expérience, chaque enseigne, son expérience. Chaque produit, son expérience. L'expérience de Taylor Connect pour les boutons, pour les vêtements, va être adaptée aux méthodes de vente de Taylor Connect, aussi peut-être parce que leur méthode de production est très calée sur mesure. Mais un distributeur qui ne fait pas du tout de sur mesure, par contre, ça ne sera pas forcément adapté. Par contre, le distributeur qui vend des meubles totalement sur mesure, là, bingo. L'expérience, c'est quoi ? C'est pas non plus forcément s'adapter à ce que le consommateur veut, mais c'est faire ce qui va plaire au consommateur et qui va taper juste sur un besoin qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va lui plaire au consommateur ? Qu'est-ce qu'il a envie de trouver dans le magasin ? Le consommateur, il a envie de produits qui vont répondre à des besoins personnels et il n'a pas envie d'attendre. Et il a envie d'acheter, en fait, le consommateur. Il a envie d'acheter parce qu'il vient pour voir des produits. Mais le magasin ne peut pas forcément lui satisfaire à ses besoins. Pourquoi ? Parce que le produit qu'il a envie d'acheter, il est peut-être tout simplement pas en stock. Il est peut-être en rupture ou tout simplement pas référencé. Parce que le consommateur, il va chercher un canapé en cuir de vachette rose à pois vert, mais j'en ai pas. C'est ça qu'il veut le consommateur. Le consommateur, il cherche quelque chose de précis. Et l'expérience, c'est comment je vais satisfaire à son besoin sans qu'il ait eu besoin d'attendre, sans que ça soit sans couture, voilà, sans que ça soit un effort. Bah, écoutez, je vais vous le vendre justement. J'ai la possibilité de pouvoir vous le vendre. On va le faire sur mesure, etc. On va le commander tout de suite là, sur une tablette ou sur un écran, peu importe. Et ça sera livré chez vous dans 4 semaines, 2 semaines, 8 semaines. Là, ça va dépendre de la logistique et des délais de fabrication. Alors, vous faites du digital en magasin. En quoi le digital va apporter des vraies solutions et des vraies perspectives à l'intérieur du magasin ? Alors là, j'ai une autre histoire à raconter qui illustre bien ça. C'est le cas d'une enseigne qui s'appelle Félicie aussi, qui devait être présente parmi nous mais qui n'est pas là, qui vend des meubles métiers industriels. C'est une passionnée de... D'ailleurs, on peut peut-être reprendre, j'avais quelques slides. La nuit, je vais la montrer, parce que j'ai pris une tablette avec la démo de l'application. Donc c'est une... Alors, voilà. C'est une enseigne qui a été créée par Samantha Bisbach, qui est une passionnée de meubles indus, métiers, loft, tous ces meubles un peu rares à trouver. Et elle a créé son enseigne en ayant tout de suite le digital en tête. Tout de suite le digital en tête, c'est ça donc a été. Elle a un magasin extrêmement classique. Elle vend du meuble industriel. Oui. Et elle s'est tout de suite dit, je vais associer mon mobilier. Il y aura du digital dans mon magasin qui va apporter quelque chose pour le présenter, Ouais. pour le vendre. En fait, c'est pire que ça. Elle y est venue naturellement, tout simplement parce qu'elle avait un espace de 100 mètres carrés. Et elle avait la possibilité de mettre dans cet espace que 30 meubles. Or, elle en avait 200 en catalogue. Et c'était donc impossible pour elle de faire autrement que de passer par du catalogue. Et donc, le catalogue interactif s'est imposé de manière naturelle, dans le sens où tous ces meubles qu'elle ne pouvait pas... Là, ici, on voit par exemple une petite démo. Donc, c'est sur une tablette. On voit différents styles de meubles qu'elle n'aura donc pas en magasin. Alors, comment elle les présente ? C'est très simple. En fait, quand elle accueille ses clients, je vais ouvrir par exemple ici un coffret. Donc quand elle accueille ses clients, elle leur fait visiter son showroom avec ses meubles, etc. Et avant de partir, elle leur demande s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient.
Et s'ils n'ont pas trouvé, c'est un moyen pour elle de leur dire, si vous voulez, j'ai tous mes meubles rares et exceptionnels sur ma tablette. Et là, ça lui crée un point de contact en termes de vente où elle peut aller passer encore plus de temps avec des gens qui, du coup, sont des passionnés, vu qu'ils viennent. C'est des gens qui aiment les meubles industriels. On a par exemple ici, dans le catalogue, des vieux meubles de Tripostale, des meubles en métal qui sont... alors attendez, parce que je vois pas très bien. Voilà, parfait. Vous voyez ce type de meuble. Donc ça veut dire qu'elle a un magasin qui physiquement ressemble à un magasin extrêmement classique dans lequel elle vend du meuble industriel. Et cette tablette sur laquelle elle présente ce qu'elle ne peut pas montrer, il y en a plusieurs dans le magasin, c'est une tablette avec laquelle elle se balade. Comment ça se passe exactement ? Écoutez, elle a fait en fonction de ses moyens, elle a fait simple. Il y en a une seule dans le magasin, parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Dans un autre cas, ça aurait pu être plus. Mais ici, en l'occurrence, il y en a une seule. Elle est assez proche de la sortie, puisque comme elle est... il y a pour l'instant, c'est des petits magasins, des petites surfaces avec une seule personne. Donc du coup, c'est un moyen de bien attraper le client avant qu'il sorte pour lui proposer d'aller prolonger l'expérience sur la présentation de meubles rares exceptionnels. Donc c'est une tablette, mais elle a choisi la grande taille pour que ça soit de l'expérience impressionnant. Donc c'est des écrans assez grands qui, du coup, permettent de créer un contexte de vente assez sympathique avec le vendeur. Alors, on va être très concret. En termes de vente, qu'est-ce que ça lui a apporté ? En termes de chiffre d'affaires. C'est très simple. Elle a à peu près entre 10 et 15% de ventes qu'elle fait uniquement au travers de cette tablette. Mais c'est pas que du chiffre d'affaires en fait. C'est des produits qu'elle n'a pas forcément achetés en stock. C'est des produits qu'elle n'a pas forcément immobilisé de la trésorerie en stock pour pouvoir les vendre. C'est-à-dire qu'elle fait supporter le poids du risque sur certains de ses fournisseurs qui savent lui livrer en flux tendu. Et ça, c'est complètement extraordinaire parce que là, on touche vraiment à une impact très forte du modèle économique de la relation entre le revendeur et le fabricant. Et ça, c'est important. Une installation digitale comme la sienne, ça lui a coûté combien au départ ? Quasiment rien, puisque c'est en location. C'est des offres en location avec un engagement sur plusieurs années. Donc, c'est quelques centaines d'euros qui, de toute façon, sont largement rentabilisés par les marges qu'elle arrive à faire sur ce type de meubles. Alors, il y a un autre... on a parlé beaucoup de jargon avec le cross-canal, l'omnicanal. Il y a un autre mot qui revient, c'est le cross-selling. Qu'est-ce que c'est le cross-selling ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le cross-selling, c'est très simple. J'ai un client qui vient... on va reprendre l'exemple de la Fnac, tiens, parce que c'est aussi un client que j'accompagne. Je viens acheter un ordinateur. Et cet ordinateur-là, il y a tout un tas de choses que je pourrais acheter avec l'ordinateur. Une housse, par exemple. Je pourrais acheter un casque audio. Je pourrais acheter... Il y a tellement de choses qu'on peut acheter avec un ordinateur. Donc le cross-selling, c'est aussi qu'est-ce que je peux acheter autre qui va enrichir l'achat que je suis en train de faire. C'est la vente additionnelle, c'est la vente supplémentaire. Alors, par exemple, si on l'applique à l'univers du meuble, ça pourrait se traduire comment ? Si on était hyper concret ? Ça dépend des meubles, mais typiquement quand on commence à acheter un canapé, c'est dans l'univers du salon. Donc c'est tous les autres meubles qu'on trouve naturellement dans un salon. Ça pourrait être un tapis, ça pourrait être une table basse, un fauteuil. Enfin, c'est vraiment qu'est-ce qui accompagne finalement dans l'univers où se positionne naturellement ce meuble, tous les autres éléments qu'on pourrait acheter avec. Alors ça pourrait être par exemple, j'achète un canapé, j'ai un petit appareil, je vais scanner mon canapé et il va me proposer des accessoires, des vases, des rideaux, des coussins, des lampes qui vont aller avec. Qui vont aller avec, oui, tout à fait. C'est fou ça. Non mais c'est extraordinaire parce que du coup, ça nous permet de... On n'a plus besoin de se poser de questions, on est extrêmement accompagné dans notre achat. Le but, oui, c'est d'accompagner mais c'est toujours laisser le choix. Mais c'est essayer d'avoir un choix plus cohérent, plus personnalisé, finalement. Plus en correspondance avec ce qu'on aurait envie d'acheter, potentiellement. Alors, il y a un autre phénomène assez incroyable, c'est les réseaux sociaux qui rentrent dans les magasins. Alors, là, je voudrais comprendre comment ça se passe. Par quels moyens on fait rentrer le réseau social dans le magasin ? J'ajouterais juste par rapport au cross-selling que finalement on arrive sur un phénomène assez intéressant qui est le social commerce, puisqu'on peut pousser des offres qui sont en correspondance avec les goûts de ses amis, les goûts de sa communauté. Donc ça c'est du cross-selling, mais du cross-selling intelligent, dans le sens où finalement
parce que je suis ami avec telle personne. Si je suis ami avec elle, c'est pas pour rien, c'est que j'ai normalement à peu près des goûts similaires. Donc s'il aime tel meuble, qu'on me pousse en offre ce meuble-là est assez logique. Donc là, on arrive dans une vraie logique de toujours accompagner pour proposer des offres qui ont le plus de chances de transformer. Mais alors expliquez-moi ça. Comment quelqu'un de ma communauté, c'est quoi? C'est de la recommandation? Par exemple, on est vous et moi dans le même... On est des amis sur Facebook, on va être très simple. Vous achetez C'est ce qu'il y a de demain plus simple, un ouais. fauteuil. Et vous allez quoi? Me le recommander? Vous allez me demander mon avis? Comment Alors, ça se passe? Ça peut marcher d'une manière assez finalement désagréable. C'est que Facebook, c'est beaucoup de choses sur nous. Donc parce qu'on est amis et parce qu'on aime les mêmes choses et qu'on aime les mêmes fanpages, à partir du moment où je vais savoir que tu as acheté un meuble sur Internet et que tu le fais savoir, on va sûrement me pousser des offres publicitaires qui sont liées à ça. C'est-à-dire qu'ils croisent les données. Toutes les données sont croisées pour avoir... affiner le maximum la cible. C'est un ciblage, voilà. C'est un ciblage ultra affinitaire. Ultra affinitaire. Donc voilà, là c'est un exemple dans les espaces de pub, dans les espaces d'achat média, mais ça peut marcher pour proposer directement des ventes, enfin des produits. D'accord. Mais donc là, on est toujours sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux Et sociaux. alors, ces réseaux sociaux, comment ils arrivent dans le magasin? Alors, de manière assez naturelle, ils répondent en apparence à une problématique qui est tout simplement le web to store, c'est-à-dire comment faire venir des clients dans mes magasins. Comment faire venir les clients dans mes magasins? C'est une question qui se pose souvent. Et l'une des réponses qui paraît intéressante, c'est si je mets un dispositif dans mon magasin qui permet de communiquer avec Facebook, étant donné que les gens qui sont dans mon magasin en train de communiquer sur Facebook, leur cercle d'amis, ce sont des amis qui sont dans mon agglomération, potentiellement dans mon cercle de proximité géographique. Et donc si j'envoie un message à partir d'un magasin à mon cercle d'amis, c'est potentiellement dans la zone de chalandise du magasin. Et donc si ces gens voient par exemple, je viens d'essayer un nouveau vêtement chez Kiabi, va tester vite, tu auras toi aussi 5% de réduction par exemple. Du coup, c'est un message qui est hyper qualifié, hyper ciblé et qui fait venir aussi le réseau de confiance, et on joue sur le réseau de confiance des amis. Donc cette réponse-là apparaît naturellement intéressante. Mais il y a déjà des magasins qui ont fait ça? Oui. Alors si on peut prendre ma présentation et si on arrive à faire un jump à la slide 14, ou alors je le ferai manuellement, on pourra voir le cadre d'une enseigne qui s'appelle Optique Duroc. Alors, est-ce qu'on peut avoir la présentation PowerPoint de Maxence En Disler? attendant la présentation PowerPoint, on peut ajouter quelque chose qui est très intéressant, c'est que finalement, on le fait aussi dans l'autre sens. On apporte le social dans le magasin pour maximiser aussi les conversions. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut mettre le nombre de likes qu'il y a eu sur tel produit, donc sur Facebook, mais sur le cintre. Donc on voit que c'est dans le magasin, on peut voir que tel produit est le plus liké. Je peux acheter le manteau qui a eu 3200 likes. Qui a eu le plus de succès sur Internet, enfin sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On pourrait l'imaginer avec Twitter, et ça donne envie, finalement, d'acheter ce produit-là. C'est dans l'autre sens. Alors Maxence, est-ce qu'on va réussir à aller sur votre slide 14? Donc, là, ici, c'est un exemple qui était intéressant, puisque alors il y a beaucoup d'enseignes qui ont mis du social en magasin, Morgane, Jules, Karl Lagerfeld, etc. Toutes n'ont pas eu le même degré de réussite. Ici, c'est un cas intéressant, puisque c'est une enseigne d'opticiens. Donc je salue l'initiative d'Optique Duroc d'avoir fait ces tests-là. C'est vraiment des projets qui sont pas simples, les prises de décision sont pas simples, sont des coûts. Et c'est ce type d'initiative qui fait que le magasin a réussi à avancer et progresse. Néanmoins, c'est une expérience qui n'a pas très bien marché, puisque quand on était en train de choisir des lunettes avec son opticien, à la sortie, il y avait une tablette, en l'occurrence ici un iPad, qui proposait de se prendre en photo pour la diffuser sur Facebook. Toujours dans le même optique de comment faire revenir son cercle d'amis aussi chez l'opticien. Ça n'a pas du tout marché. C'est un dispositif qui n'a pas du tout convaincu ni les vendeurs ni les clients, dans le sens où quand on vient essayer des lunettes, on n'a pas forcément envie de se prendre en photo puis de le diffuser à son cercle d'amis. Les 3 magasins qu'on avait été visités, la plupart des magasins avaient rangé la tablette dans un tiroir puisque ça prend de la place. Ceci dit, il n'y a pas que des enseignes comme Optique Duroc qui ont fait ce type de test.
Karl Lagerfeld, par exemple, a fait une expérience avec des iPads qui a été un vrai carton et qui l'est encore, et ça marche très bien. Mais pourquoi ça marche chez Karl, pourquoi ça marche pas chez Optique du Rock? Peut-être aussi parce qu'on est chez Karl et qu'on a envie de le dire. C'est presque une visite touristique, c'est une destination. J'ai la possibilité d'envoyer quelque chose qui marque ma présence chez Karl. Là, c'est intéressant. Et c'est ça qui montre que l'expérience en magasin, c'est avant tout qu'est-ce qui est cohérent pour mon visiteur et qu'est-ce que le digital va apporter comme Il faut réponse que ça le cohérente. mette en valeur, le consommateur, en fait. Il y a une notion de prestige, quand même. Voilà, il y a une notion de prestige, mais ça peut être une notion d'utilité. Par exemple, chez Jules, on se prenait en photo à la sortie des cabines d'essayage et on partageait sa photo. Ça a marchouillé. Donc, partager sur les réseaux sociaux, en soi, c'est pas ça qui marche. Il faut qu'il y ait un intérêt à le partager. Oui. Un intérêt parce que j'ai Ouais, envie de montrer bien que sûr. j'étais là, ou un intérêt parce que c'est un conseil pratique que je veux diffuser autour de moi par sympathie pour mes amis. Mais il faut qu'il y ait une utilité, sinon ça fonctionne pas. Là, on touche à l'essence même du digital en magasin. C'est faire des choses simples et cohérentes et toucher à des choses pratiques et utiles. Tout le reste, vous pouvez l'enlever. J'ajouterais même qu'il faut. Enfin, là, on touche du doigt à quelque chose de très intéressant. On ne peut pas faire du digital pour faire du digital. On ne peut absolument pas faire un dispositif qui a marché quelque part et se dire il marchera ici. Pourquoi? Parce que le soi digital, il est extrêmement important. On souhaite se mettre en valeur. On souhaite, et puis c'est surtout que ça ne disparaît pas. Donc de plus en plus, on fait très attention à ce qu'on partage. Et donc on est beaucoup plus enclin à partager sur les réseaux sociaux du Karl Lagerfeld parce que c'est valorisant que de l'Optique du Rock. Donc là, c'est juste logique. Il faut se poser une question, c'est est-ce que moi je le partagerai? Très probablement que non. Donc en revanche, si on se dit moi je le ferai cette expérience, je la ferai cette expérience parce que je suis prêt à la tester et à la partager. Là, manifestement, il y a une ouverture sur le digital. Mais c'est très très important de prendre toujours... c'est du user-centric, c'est le consommateur qui fait la réussite ou non d'un dispositif. Si le consommateur ne le fait pas, le dispositif n'existe pas. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi parfois qu'il y ait une dimension ludique dans l'usage du digital? Très clairement, il faut toujours qu'il y ait une dimension qui fasse en sorte que le consommateur ait envie de faire l'expérience et de la partager d'une certaine manière. Ouais. Ça peut être ludique, mais c'est pas forcément ludique. Voilà. Ouais. Faut se méfier du ludique. Ça peut être ludique si ça a un vrai intérêt, si c'est un jeu qui génère du couponing, il faut vraiment se méfier du ludique. Si on fait du catalogue interactif, par exemple, il ne faut pas faire du ludique. Il faut faire du droit au but, du simple. Il faut mettre le produit en avant. Il faut que ça soit simple à utiliser, potentiellement qu'on puisse aller jusqu'à acheter. Moi, je pourrais parler éventuellement du cas King Jouet en termes de chiffre d'affaires, de retour, ce taux de conversion, ce que ça a donné. Mais il ne faut pas faire du ludique, il faut se méfier fortement du ludique. Beaucoup d'enseignes qui nous appellent et qui nous demandent par exemple des miroirs magiques ou des Qu'est-ce des que c'est un social miroir walls. magique? Si on peut prendre ma présentation slide 12, le cas John Lewis par exemple. Slide 12. John Lewis qui est une enseigne américaine qui fait beaucoup d'initiatives et qui est très prolique aussi sur internet sur le résultat de ses expériences. Miroir magique, c'est ce qu'on voit à gauche ici. On se met devant un dispositif et le dispositif vient vous habiller d'une robe, d'un chapeau, d'un costume. C'est ce qu'on pourrait appeler de la réalité augmentée, mais néanmoins je me mets devant un miroir et le miroir me renvoie une image de moi-même autre, avec un vêtement, habillé, etc. Je vais avoir une question très pragmatique, mais je suis devant le miroir habillé? Oui, on est habillé, et évidemment, on est en magasin, mais par contre, le miroir reflète une image où on a une autre robe, par exemple. Voilà, donc moi je viens habillée comme ça, là, je suis avec une veste, un pantalon, je me mets face au miroir et je vais me voir avec la robe que j'ai choisie, Voilà. sans avoir à la passer. C'est une espèce de cabine d'essayage virtuelle. Et cette enseigne John Lewis a fait le test et ça a été une vraie catastrophe. Ça n'a pas marché, ils ont retiré, ils ont même publié une méthodologie. C'est dans l'expérience, il y a le fail fast at innovation. Faut tester, c'est important de tester. C'est important que les enseignes, que les fabricants, que les distributeurs fassent de l'innovation. Néanmoins, il faut vite repérer ce qui marche et ce qui marche pas, mais continuer en tout cas dans Alors l'innovation. qu'est-ce qu'ils ont appris de cet échec? Ce qu'ils ont appris, c'est tout ce qu'on vient de se dire. Il faut faire des choses simples. Il faut rester pragmatique, les pieds sur terre, viser ce qui produit vraiment de la valeur pour le consommateur ou pour le distributeur.
Alors tout à l'heure, quand vous nous avez parlé de l'exemple de Félicie aussi, vous nous avez tout de suite dit le grand intérêt pour elle du digital en magasin, c'est qu'elle économise des mètres carrés dont elle ne dispose pas. Quel est le potentiel justement, notamment pour l'univers du meuble, pour qui c'est une véritable problématique, le mètre carré d'exposition? En quoi le digital peut vraiment venir au secours de ces mètres carrés? J'ai envie de dire, c'est une évolution quasi inévitable et forcée, tout simplement parce qu'il y a un cas de concurrence déloyale extrêmement forte. Internet n'a pas forcément ce problème-là de mètres carrés. Le magasin l'a. Donc là, j'ai envie de dire, la seule manière de pouvoir reprendre le dessus et le leadership sur le commerce physique, c'est de se mettre au même niveau d'avantage d'Internet. Et donc, comme on ne peut pas y satisfaire en augmentant la surface de vente et le stock, l'achat des produits, on est obligé de le faire par le digital, qui est au final un très bon moyen de le faire, puisque du coup, là, le consommateur est gagnant dans tous les sens du terme, parce qu'il voit de l'expérience du produit, mais il a aussi la possibilité de voir d'autres produits qui ne sont pas présents, tout comme s'il était chez lui sur Internet. Et c'est encore mieux parce qu'il y a le staff, il y a le vendeur qui est pour le rassurer dans son achat, mais aussi, une chose qui est très importante, c'est le service après-vente. J'achète un produit en magasin, même sur un écran, je me dis si j'ai un problème avec ce produit, je peux le rapporter dans ce magasin. Et ça, on ne se dit pas sur Internet. La confiance, qui est un vrai problème Absolument. pour certains sites Internet. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais quelque chose. C'est vrai que sur Internet, il n'y a pas de surface de vente. Il y a un site Internet qui a un certain coût, c'est sûr, mais qui n'est pas le même qu'une surface de vente avec des vendeurs. Mais quoi qu'il arrive, ils ont quand même du stock et ils ont quand même une logistique qui est extrêmement lourde. Ils ont aussi une logistique très lourde dans le SAV, puisqu'il faut qu'ils rassurent et qu'ils apportent justement cette différence avec le magasin. Je ne peux pas le rapporter à un tel endroit. Donc, c'est très important de rassurer. Et c'est vrai que par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure, le taux de conversion étant extrêmement faible, il ne faut pas croire qu'Internet s'en sort si bien que ça. Aujourd'hui, il y a très peu de sites marchands, voire quasiment pas, qui soient rentables. Donc, il y a plutôt une logique de se dire comment je ne fais plus de frontières entre le on et le off, c'est-à-dire online et offline, et comment j'ai une stratégie qui est juste, qui englobe tous ces supports, que ce soit irréel ou réel, pour avoir une stratégie qui est cohérente. J'irai un tout petit peu plus loin que ça en disant comment le fabricant et le distributeur le revendeur peuvent repenser leurs relations de manière à ce que ça soit bénéfique pour le consommateur. J'ai fait des missions de conseil dans le domaine du sport, par exemple, où là on a des petits commerçants qui ont effectivement des gros problèmes de place, de stock, et des fabricants qui font du coup de la vente à ces commerçants, et c'est au final le commerçant qui prend tous les risques. C'est parce que si le commerçant ne vend pas sa planche à voile ou autre pendant 2 ans, elle est immobilisée en stock, etc. Oui, il a avancé les coûts, il a stocké. Aujourd'hui, cette prise de risque, elle est dans l'intérêt de toutes les parties, qu'elle soit que le fabricant puisse aider le commerçant à vendre ses produits en diminuant la prise de risque que le commerçant fait, justement grâce au digital. Aujourd'hui, c'est une vraie question que je rencontre, que ce soit les distributeurs ou les fabricants avec lesquels je travaille. Est-ce que c'est au fabricant qui doit payer l'installation chez le distributeur, ou est-ce que c'est le distributeur qui doit la payer? Sauf que ça, c'est un cercle vicieux et on n'avance jamais. Il faut trouver simplement le bon modèle économique qui fait que le fabricant va investir une partie, mais le distributeur aussi va en investir une partie, de manière à ce que ça soit gagnant-gagnant pour que les deux puissent s'y retrouver. Et ça, c'est une des clés fondamentales pour qu'on s'en sorte, qu'on aille vite et bien pour prolonger l'expérience du consommateur. Alors, on a vu que le digital en magasin, c'était une vraie solution. À l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de ramener de l'humain sur Internet ? Très clairement, Internet, c'était l'Internet des développeurs au départ. C'était l'Internet des ingénieurs. Donc, c'était vraiment un peu à l'inverse de l'humain. Il n'y avait pas vraiment d'expérience. Plus ça avançait, plus finalement on s'est retrouvé dans la volonté de reproduire un petit peu le réel, et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas forcément. Mais tout se joue sur... Il faut bien prendre en compte que le consommateur doit être au centre de la stratégie, et donc il faut lui apporter finalement des solutions qui lui correspondent et qui lui parlent. Donc c'est par là qu'à mon avis, il faut humaniser un peu plus le e-commerce pour tout simplement répondre aux attentes des consommateurs. On va finir par une bonne nouvelle.
le digital, ça va permettre de démultiplier les ventes ? Alors oui, ça va permettre de démultiplier les ventes. Par exemple, King Jouet, qui est une enseigne qu'on accompagne, communique sur des chiffres d'augmentation de chiffre d'affaires entre 5 et 10%. Et ce qui est important, c'est que c'est du nouveau chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le client serait de toute façon parti du magasin sans avoir rien acheté, que grâce à la solution là, du digital où il achète quand même quelque chose. Donc on est vraiment sur du nouveau chiffre d'affaires parce que le client il aurait de toute façon acheté chez le concurrent d'à côté, Jouet Club ou autre, ou sur internet mais pas chez King Jouet. Donc là effectivement c'est de l'augmentation de chiffre d'affaires, c'est la capacité de pallier à la rupture de stock, mais tout en gardant un côté humain dans la relation de vente, plaisir d'achat. Ben merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Oui, tout Ludovic ? simplement que c'est toujours très intéressant d'avoir des histoires en plus à raconter. Et donc ce sont aussi des histoires, c'est des expériences. Donc quoi qu'il arrive, c'est positif. Ben merci beaucoup à tous les deux. Merci Maxence Dissler. Merci. Ludovic Gégère. Merci à tous. Je vous propose de retrouver cet après-midi à 14h30 Sandrine Dominguez pour un deuxième plateau sur Esprit Meuble TV. Et nous parlerons de l'objet connecté, quand le meuble et le digital s'associent au service de notre bien-être. Tout un programme. À tout à l'heure. Merci.